Bonjour à toutes, à tous. Enfin, bonjour à toi, Frédéric, et à toutes. Je me présente, je m'appelle Eugénie Jamet et je suis facilitatrice barre, processus corporel et aussi hypnothérapeute. Et j'utilise les outils d'Access depuis maintenant à peu près 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, voire presque 3 ans. Et ces outils m'ont ouvert un univers tellement fabuleux que j'avais envie à la fois de partager mon expérience sur les sujets importants de la vie, comme le burn-out aujourd'hui, et aussi de partager les outils d'Access que certains d'entre vous connaissent et d'autres ne connaissent pas. Donc, ne vous étonnez pas que je sois assez répétitive pour les personnes qui connaissent, notamment sur les formules de déblayage et sur les questions à poser. Voilà. Est-ce que tu veux bien te présenter, Frédéric? Oui, bonjour à toutes. Je vais essayer de pas trop me rapprocher de la caméra parce qu'à chaque fois, ça fait un peu… on voit tous les défauts. Moi, voilà, j'accompagne Eugénie ce soir sur le thème du burn-out parce que j'ai été directement concerné par ce thème-là. Il n'y a pas si longtemps, parce que c'était l'année dernière, enfin à cheval l'année dernière d'avant. Il y a des entités qui ne veulent pas que je parle. Alors, je vais te… Allez, continue. Donc, en fait, à l'époque, en allant voir mon médecin, il m'a en fait envoyé vers Eugénie parce que je voulais pas de médicaments, je voulais m'en sortir de ce niveau de stress important. Et par Eugénie, j'ai découvert beaucoup d'outils et qui m'ont totalement permis de rebondir aujourd'hui. Donc, voilà, c'était l'objectif ce soir, pouvoir partager avec vous des expériences qui sont à la fois douloureuses sur le moment et desquelles on peut sortir complètement. Et intéressant et important pour moi de pouvoir témoigner ce soir. Donc voilà, ce sera un vrai échange avec vous sur qu'est-ce qui peut être en commun avec vous, qu'est-ce qui est différent, etc., etc. Est-ce que vous avez des outils pour vous en sortir? Voilà. Voilà. Alors, voilà, ça y est, j'ai compris d'où venait le bruit. Euh, je, alors, je voulais qu'on parle d'abord d'un petit peu de vous individuellement, puisqu'on a la chance de ne pas être très, très nombreuses ce soir. Donc, j'aimerais vous demander d'abord ce que vous attendez de ce petit webinaire et des questions que vous vous posez par rapport au burn-out. Donc, individuellement, je vous laisse la parole. Dites-moi qui veut commencer sur ce sujet. Il faut que vous m'écriviez parce que je vous ai mis, notamment, en dehors de Frédéric, j'ai mis tout le monde sous silence, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et à nous poser les questions et surtout dire ce qui vous intéresse de travailler ce soir. Quelqu'un veut intervenir ou personne n'a d'attente? Alors, je Il veux y a bien Marina comme qui dit qu'elle veut bien Marina. commencer. D'accord, excuse-moi. Unmute. Voilà, vas-y Marina. Merci pour votre présentation à tous les deux. Moi, comme je vous le disais, j'anime un groupe d'une vingtaine de personnes le samedi, une fois par mois, de gens qui sont passés par le burn-out, pardon, ou qui sont en plein dedans, ou qui sentent Oui. qu'ils ne vont pas très loin. C'est-à-dire ils sentent qu'ils vont dans le mur. Et du coup, moi, je suis pas professionnelle du tout. Moi, je suis consultante en reconversion professionnelle. Donc, je suis pas professionnelle de la santé ni de la psychologie. Euh, donc, je viens pour me documenter, découvrir des outils et puis nourrir ma réflexion et mon regard sur le sujet en vous écoutant et puis en partageant des informations. Voilà. D'accord, ok, très bien, super. On va en avoir pas mal. Alors, Patricia. On y va. Vas-y, Patricia. Alors, peut-être que Patricia est
Ah oui, Patricia, elle n'a pas de micro, d'accord. Alors, ce que j'attends, c'est surtout avoir des outils pour traiter ce problème, pour aider mes consultants atteints. Mon burn-out est ancien. J'aurais aimé avoir à cette époque, d'accord, j'aurais aimé avoir à cette époque les outils. Mon micro est muet. D'accord, désolée. Alors, ok, donc plusieurs personnes parlent d'outils. Autre chose encore, Anne, est-ce que tu veux réagir ou pas? Oui, bah, moi, c'est plus un partage d'expérience. Voilà, à la fois ayant vécu le burn-out il y a peu de temps pour le coup, et aujourd'hui, en tant que praticienne, bah, j'accompagne évidemment beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Donc, c'était d'échanger sur le sujet. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, alors on va commencer sur le sujet en parlant d'abord, bon, le burn-out, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement un épuisement professionnel qui, en général, aboutit à un arrêt de travail. C'est-à-dire une situation de tension et de stress tellement intense que la personne ne peut plus aller travailler. Alors, on peut le voir comme quelque chose de... C'est toujours extrêmement douloureux, mais par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est souvent une chance et une opportunité incroyable qui permet à la personne qui vit l'expérience de sortir de sa zone de confort inconfortable. Quand je parle de zone de confort inconfortable, ce paradoxe est important parce que la zone de confort, c'est quelque chose que l'on connaît, mais qui est toujours très enfermante et souvent très inconfortable. Mais comme on connaît cet inconfort, on y reste. Et on est surtout persuadé qu'on ne peut pas en sortir. Qu'il n'y a pas d'issue. Une des grandes caractéristiques de la zone de confort et de l'inconfort de la zone de confort, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'issue. Évidemment, cette croyance-là est un mensonge auquel on croit et surtout auquel on va s'auto-persuader en disant qu'il n'y a pas de possibilité autre que ce qui se passe. En fait, le burn-out va permettre un tel inconfort qu'il va obliger la personne à se poser des questions comme jamais il n'a pu se poser jusqu'à maintenant. Alors, il y a deux types, il y a deux grands types de burn-out. Il y a le burn-out, il y a un bruit de fond. Voilà, Marina. Il y a le premier burn-out qui est assez classique, c'est celui de l'épuisement professionnel, trop de boulot, trop de travail. C'est celui que Frédéric a vécu. Il est en général associé à une surcharge de travail est souvent associée dans le burn-out à un ras-le-bol professionnel, comme si on en avait assez de faire ce qu'on fait. Il existe en effet aussi d'autres burn-out, d'autres types de burn-out où on aime vraiment son travail, mais par contre, les conditions dans lesquelles on travaille, et notamment les conditions extérieures, font que le travail devient très inconfortable, notamment quand on est harcelé par une personne ou par un supérieur hiérarchique. Ces deux situations sont différentes, mais aboutissent de la même manière à l'arrêt de travail. Donc, on va parler des deux situations, mais quand on a cette situation où on n'aime plus ce qu'on fait, mais qu'on se sent obligé parce qu'on n'a soi-disant pas le choix de rester, et qu'en plus on est harcelé, ça c'est le triptyque parfait pour tomber malade et être en arrêt de travail. Mais il se peut aussi que la personne aime beaucoup son travail, mais que les conditions dans lesquelles elle le vit ne soient plus supportables, notamment les conditions extérieures à elle-même.
Mais que ce soit les conditions extérieures à elle-même, c'est-à-dire une personne qui la harcèle ou que ce soit la surcharge de travail, la personne qui vit ce burn-out est toujours et reste toujours responsable, pas coupable, responsable de ce qu'elle vit. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, chez Access, on parle beaucoup aussi du choix, des choix que l'on fait. Et c'est à travers les choix que l'on fait qu'on parle de responsabilité. Enfin, que moi, j'accède, enfin, je parle de responsabilité. Dans la vie, quoi qu'il se passe, vous n'êtes coupable de rien. C'est-à-dire tout ce qui concerne les autres, vous n'êtes coupable de rien. Mais par contre, vous êtes absolument responsable à 100% de ce que vous vivez. Est-ce que vous percevez cette différence ? Alors, Frédéric, c'est facile pour toi, mais, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais est-ce que d'autres personnes peuvent réagir là-dessus ou envie éventuellement de dire qu'ils ne sont pas d'accord et que c'est difficile à comprendre pour eux? Non? Tout le monde est d'accord? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ok. Ok. Alors, la particularité donc du stress maximum sans harcèlement aboutit, enfin, en général, la personne tombe malade ou va voir son médecin en disant je peux plus, je n'y arrive plus. Et la raison pour laquelle elle n'y arrive plus, c'est souvent parce qu'elle n'a pas pu, à ce moment-là, envisager autre chose que la situation dans laquelle elle est coincée. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas envisager qu'elle puisse arrêter de travailler, déjà, parce qu'elle est persuadée que si elle arrête, c'est une catastrophe financière. Elle est persuadée que si elle arrête, son conjoint ou les personnes qu'elle aime, elle ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille et de ses proches. Et toutes ces raisons sont des raisons extrêmement rationnelles, mais qui, sur le plan énergétique, sont le plus souvent très fausses. Et même vis-à-vis du travail aussi, je pense, le fait de ne pas s'autoriser à se dire ouais, éventuellement, je gère une équipe, je ne peux pas partir comme ça. Voilà, exactement. Donc, il y a un amoncellement de croyances sur les responsabilités que l'on a en tant que personne qui travaille, qui souvent sont complètement fausses. Mais par contre, reste extrêmement fermement accroché à la personne. Est-ce que tu peux parler de ton expérience, Frédéric, là-dessus ? Pour rebondir sur ce que tu as dit et voir si ça parle aux gens, mais moi, très clairement, la situation dans laquelle j'étais il y a 1 an et demi, une société dans laquelle j'avais un gros niveau de stress, en fait, qui devenait angoissant. Je travaillais dans la semaine, je travaillais le week-end, je déconnectais plus. J'arrivais plus à voir clair dans ce qu'on appelait en anglais les to-do list, tout ce que j'ai à faire, etc. Enfin, ça devenait un peu le capharnaüm. Et donc, dans ma tête, c'était plus de plaisir parce qu'on est en pression tout le temps, qu'on a l'impression de courir après le temps, qu'on ne sait plus par quoi il faut qu'on commence. Qu'on ne sait plus si on se sent pris en étau entre la hiérarchie, l'équipe, etc. Et donc, ça devient un peu voilà, ça explose. On tient un moment, sauf que la vie privée, elle aussi, elle commence à subir un peu les conséquences. On a le sentiment qu'on est englué, qu'on est en train de sombrer dans de l'eau, en fait, en l'occurrence, à se dire j'arrive plus, je ne sais plus par quoi il faut que je commence, je ne sais plus ce qui est bon pour moi. À la fin, on ne sait vraiment plus rien. Et c'est là que le réflexe qu'il faut réussir à avoir, c'est de se dire il faut que je me fasse aider parce que moi, tout seul, je n'y arrive pas. Et la croyance de dire je me fais aider, donc je suis faible, etc., là, c'est à un moment donné, c'est non, c'est qu'on ne peut plus. Donc, le premier réflexe, c'est peut-être de se dire oui, il y a un système social en France qui fait que quand on ne peut plus, à moins de se jeter par la fenêtre, ce qui est loin d'être ce qu'on veut, on va voir le médecin, on lui dit moi, j'arrive plus. Donc, c'est ce par quoi je suis passé à un moment donné, de me dire je ne vois pas quelle autre solution je peux trouver parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution possible. En tout cas, je ne les voyais pas.
Et voilà, le fait de se sentir complètement coincé, là, incarcéré dans tout ça, à un moment donné, il fallait trouver une solution. Bien sûr. Alors, ce qui est très important dans ce que tu dis, c'est que dans cette situation d'isolement, de grande souffrance et de grosse confusion, notamment perceptive, il est très, très, très important de se faire accompagner. Quelle que soit la technique, quelles que soient les méthodes, bon, il se trouve que les outils d'Access sont particulièrement adaptés pour ce genre de problème. Mais voilà, ça pourrait être autre chose. Et dans ces cas-là, le premier conseil que vous devez avoir auprès de ces personnes, c'est de dire « Ok, connaissez-vous quelqu'un qui peut vous aider ?» Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, il faut du courage pour le faire. Ce qui n'est pas courageux, c'est de ne pas le faire. C'est de ne pas demander de l'aide. Parce que derrière, il y a une petite voix qui vous dit « mais je peux y arriver toute seule » ou « je peux y arriver tout seul ». Et donc ça, c'est pas autre chose que de l'orgueil parce que c'est pas vrai. À ce moment-là, ce n'est pas vrai. Et le regard extérieur est souvent extrêmement utile. Donc la première chose à conseiller à quelqu'un qui vit ce stress, c'est de lui dire tu iras tellement plus vite si tu acceptes de te faire aider. Et tu sortiras beaucoup plus vite de ça. Mais souvent, la croyance est tellement ancrée chez la personne que c'est pas possible de s'en sortir, qu'il arrive que les personnes restent dans cet inconfort extrêmement longtemps sans demander de l'aide. L'autre particularité aussi des personnes qui vivent le burn-out est souvent une très, très grande culpabilité. Culpabilité de ne pas être à la hauteur du travail dans lequel on fonctionne. Notamment pour les personnes qui aiment leur travail et qui sont en surcharge. Et toi, tu as vécu ça, Frédéric, et tu pourras en parler. Une des particularités, c'est que on croit ne pas être à la hauteur. Et donc, quand on a des personnes qui nous reprochent ou qui nous font des petites remarques du genre « tu m'as pas rendu ce document à temps », là monte un stress, le stress redouble et la culpabilité augmente et évidemment accroît le stress et le sentiment de confusion. Et là, on se dit non, il faut que j'y arrive et on redouble d'activités et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, quand la coupe est pleine, on en remet une couche. Et là, c'est ce qui va aboutir en général à l'arrêt de travail où la personne va tomber littéralement et ne plus pouvoir aller travailler. Est-ce que tu veux en parler, Frédéric ? Parce que ce que tu dis, c'est effectivement ce que j'ai vécu moi, de se lever un matin et de se dire je ne peux plus. Physiquement, je ne peux plus. Et là, ça interpelle beaucoup parce qu'on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. On ne se dit même pas tout de suite sur le coup, j'ai tellement poussé le curseur, j'ai tellement attendu. Non, on n'est pas du tout dans cette prise de conscience à ce moment-là. Le corps nous arrête littéralement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se lever. Donc, alors, j'ai un témoignage là de Teresa qui... les fleurs de Bach, alors ça c'est Patricia qui dit que les fleurs de Bach m'ont beaucoup aidé, super. C'est une très bonne suggestion. Et Teresa nous dit, pour ma part, je voulais être indispensable. Voilà, c'est la culpabilité et aussi le désir d'être parfait. Et je l'ai créé. La surcharge de travail, être là pour les autres, sauf que pour moi, je n'avais personne pour m'aider, évidemment, puisque une des particularités des humanoïdes, on va parler de ça tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui donnent, c'est de tout donner et de ne rien recevoir. Donc, en effet, quand effectivement on ne peut plus se lever, on est alors obligé de se rendre à l'évidence et en général d'aller chez le médecin qui, là, nous conseille d'aller voir quelqu'un parce que c'est juste notre corps qui dit stop
à notre maltraitance personnelle. OK ? Alors, évidemment, quand ce point-là est atteint, c'est une chance. En fait, c'est une chance incroyable qui va nous permettre de rebondir et surtout de se poser les bonnes questions. La première question que j'aurais envie de poser aux personnes qui vivent cette expérience est la suivante. C'est qu'est-ce qui est juste et bien ici que je ne reconnais pas? Cette question va nous obliger à sortir de ce martèlement mental qui est « je ne peux pas faire autrement, c'est je suis nul », mais tout simplement à écouter ce que nous dit notre corps à ce moment-là. Stop, arrête-toi. Et en fait, quand on commence à se poser cette question, intuitivement, tout de suite, on a les réponses. Oui, mais ça m'oblige à m'arrêter, parce que si mon corps ne s'était pas arrêté, je ne me serais pas arrêtée moi-même. OK ? Donc, le corps a cette conscience que le mental n'a pas. On est bien d'accord là-dessus. Et il nous oblige à sortir de cette zone de confort très inconfortable qu'est le burn-out. OK ? Alors, l'autre question aussi, souvent, comme je vous le disais, le corps c'est mieux que la tête. Donc, le corps va nous obliger à être dans une situation pour que nous arrêtions de fonctionner en boucle avec nos ruminations et nos croyances limitantes mentales. Notamment sur la croyance dont parlait tout à l'heure Teresa, je suis indispensable. La vérité, c'est que quand vous n'êtes pas là, la boîte ne s'arrête pas de tourner pour autant. Désolée, Teresa. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose de... Tu as coupé le micro, c'est ça, non ? Non. Excuse-moi, je croyais que... Je te parlais, Frédéric, non ? Ah non, je t'entends. Non. D'accord. Alors, il y a une remarque d'Anne. Culpabilité, oui, et aussi déni. Mais oui, bien sûr. Le déni, c'est ne pas écouter son corps. Hein. Cela ne peut pas nous arriver à nous. Ben non, on est tellement merveilleux, on est tellement puissant qu'on peut pas, que notre corps ne craquera jamais et subira tout. Non. Ça, c'est super. Notre corps nous arrête et c'est la meilleure chose qu'il puisse faire. Quand effectivement on ne peut plus se lever, on est alors obligé de se rendre à l'évidence. Oui, absolument. OK. Alors, point important aussi, les points de vue fixes qu'on a en général quand on est dans une situation de burn-out, c'est rien ne peut changer. Je suis coincée dans cette impasse. Et souvent, derrière ça, il y a la culpabilité dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la peur complètement irrationnelle de dire si je m'arrête, d'abord, je ne sais rien faire d'autre, ou je n'ai pas d'autre travail, donc je n'ai pas le choix, ou il me faut absolument ce salaire parce que sinon ma famille ne peut pas, je ne peux pas vivre et ma famille non plus. Donc ça, la peur rejoint en général la culpabilité, ou alors tout simplement la peur d'être jugé, incapable d'être dans son poste, et notamment l'idée qu'on est indispensable ou qu'on est le meilleur ou qu'on ne doit pas faillir, qu'on ne doit jamais faillir. Est-ce que tu peux en parler un peu, Frédéric, de cette peur ? C'est le mot que j'avais noté juste, que je me notais juste avant que tu en parles, en fait. Parce que du coup, moi, il émergeait, la culpabilité, en fait, elle était complètement associée, moi, à de la peur. C'était peur de ne pas y arriver, peur de décevoir les gens, peur de me décevoir moi. Voilà. Donc, la peur était enfermante, elle était lourde et à un moment donné, vous n'avancez plus non plus parce que vous vous rendez compte qu'elle vous mange de l'intérieur, elle vous dévore même. Et sauf que c'est plus tenable. Et je pense que c'est une des choses qui m'a fait, moi, me dire prends-toi en main et va voir quelqu'un.
parce que c'est plus vivable en fait. Il n'y a plus aucune saveur sympa à la vie. Arrivé là, on se dit on est mangé par la peur, limite on n'ose plus sortir. Donc on n'est pas là pour ça, heureusement d'ailleurs. D'accord. Alors, dans les outils d'Access, il y a un outil qui s'appelle lourd léger. Alors là, je parle pour les personnes qui n'ont jamais suivi de formation Access. Cet outil, c'est un outil que j'adore, mais que d'ailleurs toutes les personnes d'Access adorent, qui est un outil merveilleux qui permet en fait d'interroger notre conscience et notamment notre corps sur la vérité des mensonges que l'on s'inflige. Un des plus grands mensonges, c'est si je quitte mon travail, je mets en danger ma famille. La vérité, c'est que le plus souvent, c'est le fait de continuer qui met en danger votre famille, et notamment vos rapports avec votre famille. L'outil lourd léger, je vais y revenir, c'est assez simple. C'est un outil qui permet non plus de répondre à la question oui ou non avec notre mental, mais d'interroger notre corps sur la lourdeur ou la légèreté de la réponse. Comment tu l'utilises toi, Frédéric? Est-ce que tu l'utilises en te levant ou est-ce que tu le sens intuitivement? En me levant, c'est-à-dire? Tu sais, en utilisant le balancier comme... Moi, j'interroge le corps et je ressens. C'est beaucoup maintenant des frissons en fait qui parcourent okay. le corps, par exemple. Alors, je vais vous donner un outil pour l'utiliser assez simplement. J'avais fait une petite vidéo sur le sujet si vous avez envie d'aller un tout petit peu plus loin. Moi, personnellement, je me mets debout parce que j'ai tellement de ressentis physiques que souvent je suis encombrée par toutes les sensations que je peux avoir. Donc, pour interroger mon corps, je n'ai pas une réponse kinesthésique et physique évidente. Donc, je me mets debout, je mets les pieds serrés l'un contre l'autre et je demande à mon corps de m'indiquer quand c'est lourd ou c'est léger. Si c'est lourd, je bascule légèrement en arrière. Si c'est léger, je bascule légèrement en avant. Il faut savoir que la première fois ou les premières fois qu'on utilise cet outil-là, de cette manière-là, la réponse n'est pas immédiate comme le mental ne pourrait nous le donner. Donc, souvent, on se dit, oh là là, je dois répondre, parce que le mental a horreur du vide et donc répond souvent à la place de notre corps. Donc, laissez vraiment vous quelques secondes, voire 5-6 secondes pour laisser à votre corps la possibilité de vous répondre. Et il faut savoir que si vous n'avez jamais interrogé votre corps, il peut être tellement surpris que vous l'interrogiez qu'il met un petit peu plus de temps que d'habitude, que votre mental pour répondre. Et la réponse que vous allez avoir est souvent surprenante, mais toujours juste. Et notamment quand vous mettez le mot vérité avant. Donc, par exemple, sur le sujet « Je mets ma famille en danger », vérité, est-ce que c'est lourd ou léger? Si c'est lourd, ça veut dire que c'est un mensonge. Si c'est léger, ça veut dire que c'est une vérité. Et donc, quand on va avoir tous ces points de vue fixes sur le burn-out, sur la situation qu'on vit, mon entreprise ne pourra pas y arriver, personne ne pourra y arriver si je ne suis pas là. Je mets ma famille en danger. Il y a plein de points de vue et de croyances limitantes qu'on a quand on est en situation de burn-out. Donc, interroger le corps à travers ce lourd léger va vous permettre enfin d'accéder à la vérité de la conscience absolue auquel votre corps a accès, mais pas votre mental. Il faut savoir qu'à peu près, ça c'est un ordre d'idée qui n'a rien à voir avec Access, mais avec les apprentissages que j'ai pu faire avant de travailler chez Access, votre tête a à peu près 3% c'est à peu près 3% de vos capacités et votre corps 97 autres %. Donc, si vous voulez accéder à cet énorme potentiel qu'est la conscience, il faut passer par votre corps et non plus par votre tête pour répondre à cette question. Donc, quand vous utilisez lourd ou léger, vous allez pouvoir... Alors, access, oui, ça veut dire accès. Parce qu'en fait, access consciousness, ça veut dire accès à la conscience. Je réponds à Marina. Merci Frédéric pour le lien. Donc,
on utilise cet outil qui est un outil, selon les facilitateurs et selon les gens qui le pratiquent beaucoup, un outil qui vaut beaucoup d'argent parce qu'en fait, on répond à toutes les questions qu'on peut avoir ou tous les doutes qu'on a sur le sujet. Évidemment, il y a beaucoup de choses auxquelles on va répondre avec notre tête et on croit que c'est la vérité et le plus souvent, c'est pas le cas. Mais on est tellement coincé dans cette croyance ou dans cette vérité qu'on n'a même pas l'idée d'aller chercher ailleurs une autre réponse, notamment celle de la conscience. Alors, ce que je rajouterais juste, c'est que ce que moi je vivais à l'époque, c'est qu'on peut considérer que la situation dans laquelle on est, où ça ne va pas, où on n'arrive pas à s'en sortir, si on considère que notre mental avait la solution, on l'aurait déjà prise parce qu'il nous l'aurait déjà donnée. Or, à un moment donné, si on n'y arrive plus, il faut sortir du mental et trouver d'autres possibilités. Et ce qui en est une, effectivement. Tout à fait. Ça, c'est très important. En effet, souvent, c'est parce qu'on est englué dans une roue de hamster. Et en fait, on ne voit pas que la cage est ouverte, mais on est toujours dans la roue. Et le burn-out, c'est ça aussi. C'est la croyance selon laquelle il n'y a pas de possibilité. Et pour qu'il y ait une possibilité, le plus souvent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous pose la question d'abord et après, qu'on apprenne à se poser les bonnes questions. Donc, la première question dont on a parlé tout à l'heure, c'était celle, donc, qu'est-ce qui est juste et bien ici que je ne saisis pas? Quand vous posez cette question, évidemment, vous posez la question à l'univers. Vous n'essayez pas d'y répondre pour le moment. Mais souvent, il y a des petites réponses intuitives qui vont venir à l'esprit. Ah bah oui, ça me permet de m'arrêter parce que sinon, sinon je vais crever. Sinon, je vais finir en dépression. Sinon, je vais encore me faire harceler par mon chef. Sinon, voilà. Donc, souvent, il y a des réponses qui viennent, soit de manière intuitive tout de suite, soit dans les jours qui vont venir. Donc, poser la question à l'univers va vous permettre d'obtenir la réponse. Une chose très importante à savoir et à connaître, c'est que quand on pose une question, nous allons obtenir la réponse, mais jamais comme nous l'attendons. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, par exemple, si vous demandez que la situation s'améliore et que demain, vous devez avoir un nouveau travail, ce n'est pas comme ça que ça va arriver. Jamais. Mais par contre, si vous dites, OK, quelle énergie, conscience, espace puis-je être pour que ce problème de travail se résolve? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis et je le décrée en totalité. Là, vous ouvrez un espace du possible sans attendre une réponse, une forme de réponse précise, mais vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple où tu as posé cette question, Frédéric, et où tu as eu des réponses que tu n'attendais pas, mais qui allaient dans le sens de ce que tu voulais? Oui, j'en ai un qui va peut-être faire sourire les gens, mais qui est vraiment arrivé. En fait, j'avais commencé en fait à sentir que le stress était difficile à gérer. J'avais commencé à recevoir les outils Access, en fait, entre autres avec Eugénie. Et à un moment donné, j'entendais des outils, j'entendais des propositions à faire, des remises en question, etc., pour avancer individuellement. Mais un jour, parfois, on reçoit comme des conseils, sauf que on les entend, puis un jour, on a la présence d'esprit de « Ah, mais au fait, dans telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et ça m'est arrivé un matin, à l'époque où je travaillais encore dans cette entreprise, où j'étais en train de prendre ma douche le matin, donc il y en a qui se rasent, et moi, je prenais juste ma douche à ce moment-là, et je me suis dit, mais la matinée qui arrive, c'est un vendredi, c'est une fin de semaine, j'ai pas envie, elle va être hyper chargée, j'ai que des rendez-vous qui s'enchaînent. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on m'a conseillé déjà de faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on m'a conseillé à poser comme question pour demander de l'aide pour que ça puisse s'améliorer? Là, j'ai dit, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Quelle énergie pourrait m'aider finalement à ce que la matinée au travail là soit plus fluide, plus, moins fatigante, moins contraignante que celle qui arrivait, sachant que je vous disais, les rendez-vous s'enchaînaient avec des agences ce jour-là. J'ai juste posé la question en prenant ma douche et évidemment, comme l'explique Eugénie, on ne cherche pas à répondre, on laisse l'univers, on laisse notre environnement nous apporter des réponses et surtout pas figer les réponses auxquelles qu'on penserait avoir. Et là, j'arrive au travail,
une demi-heure, trois quarts d'heure sont passés, le téléphone sonne auprès de ma collègue. Et là, je comprends qu'elle avait une des agences au téléphone et l'agence lui dit on est vraiment désolé, on ne va pas pouvoir venir parce qu'on a une panne de voiture, on ne peut pas venir. Et là, vous imaginez bien ma tête. Moi, j'étais à côté, je me suis dit c'est moi qui ai créé ça. J'ai juste demandé comment ma matinée pourrait être plus sereine et plus agréable pour moi. On est vendredi, je n'avais pas envie de trop faire de choses. Oui, certains vont vous répondre. Parce que tu es un vrai flemmard, il ne faut pas oublier. Peut-être. Certains pourraient vous répondre ouais, c'est un coup de peau, tu as eu de la chance aujourd'hui. Sauf que ce type de réaction-là, qu'on peut peut-être avoir sur l'instant, quand vous réitérez plusieurs fois pour plusieurs demandes spécifiques pour vous, dans des situations différentes, quand vous posez à chaque fois une question en demandant, entre guillemets, de l'aide de l'univers, vous allez voir qu'à chaque fois, ça répond. Donc, à la fin, j'ai vite compris que ce n'était plus du tout la chance. C'est que quelque part, ou alors je dirais, je provoquais la chance, je provoquais ça pour me dire, ça va répondre à ma demande à moi. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ça a vraiment marché ce jour-là. En fait, ça s'appelle aussi, en dehors de chez Access, la loi de l'attraction. Alors, il y a une question de Marina, mais pour bien comprendre, qui selon vous répond une force extérieure? Non, c'est vous. C'est vous à travers… alors, la demande, c'est vous, mais souvent, elle passe par le mental qui veut quelque chose. Et le problème de vouloir quelque chose, c'est que souvent, on attend une réponse spécifique. Mais si on ne demande pas qu'est-ce que je dois faire, c'est-à-dire dans la matière, mais juste quelque chose qui soit plus léger, donc ça serait plutôt une sorte d'énergie qui provoquerait ça, c'est bien nous qui demandons et qui provoquons ça, qui attirons à nous. Le principe de la loi de l'attraction, c'est que toutes les pensées, toutes les croyances, tous les points de vue que l'on a sur un sujet vont devenir la réalité de notre existence. En gros, on est responsable de tout ce qui nous arrive, même du pot qui nous tombe sur la tête du voisin. Enfin, le pot du voisin qui nous tombe sur la tête. L'accident qui nous arrive, même si on ne conduit pas, est en partie, voire en totalité, provoqué par notre énergie. Évidemment, ce n'est absolument pas conscient. Conscient au sens voulu, attendu. C'est toujours inattendu, mais par contre, c'est bien notre énergie qui crée ça. Donc, c'est une force incommensurable de nous-mêmes qui nous appartient, mais avec lequel on ne sait pas jouer. On ne sait pas agir. Ou alors, on sait très bien jouer avec elle pour attirer la merde. Excusez-moi. C'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver de pire maintenant? Ça fait 3 fois que j'y arrive pas. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Et là, flotch, une 3e merde va vous arriver. Ok, ou 4e plutôt. Voilà. Donc, en fait, le principe, c'est quand on est coincé dans quelque chose, c'est vraiment de se poser, de s'arrêter, de se poser la question maintenant, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux que ça? C'est une question extrêmement puissante, toute bête, auquel il ne faut pas répondre, encore une fois. Donc, il faut juste se poser la question. Aussi bien quand quelque chose de lourd vous arrive, comme une difficulté, que quelque chose de bien, parce ça peut être encore mieux. Donc, on peut jouer aussi avec ça, avec cette question-là, qui est très utile. Je me suis entendu dire tout à l'heure sur le salon bien-être, quand on présentait ces techniques-là à des personnes qui venaient, plusieurs personnes me disaient, c'est pas la première fois, ça semble un peu magique votre truc. La réaction que j'ai eue quand ils me l'ont dit, je leur ai dit certainement parce que quand ça marche, on préférerait adhérer au fait que ça soit de la magie, parce qu'en l'occurrence, mais finalement, qui est-ce qui nous interdit de mettre de la magie dans nos vies de la même manière que le ferait un enfant sans même calculer? La seule personne qui l'empêche chez nous, c'est personne d'autre. Alors on peut se dire, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les gens et je ne sais quoi. À la longue, on finit par s'affranchir de ça et se dire, mais je deviens un peu maître, le créateur de ma vie à moi, et je finis par m'affranchir des regards des gens, des jugements, etc. Et on avance.
Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en fait. On veut créer sa propre vie, on veut avancer, on veut se faire plaisir, on veut ressentir du bien-être, etc. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé, moi. Alors, il y a une petite anecdote de Teresa. Au boulot, je demandais à l'univers que faudrait-il pour que je puisse acheter un aspirateur qui ne me coûterait pas très cher. Véridique, 10 minutes plus tard, un collègue me tend une enveloppe contenant 70 € de chèque cadeau. Comment ça devient encore mieux que ça? Bravo la magicienne. Oui, c'est exactement ça. Et donc, évidemment, la demande crée l'attraction. J'ai écouté ce matin un call de facilitatrice américaine et elle disait une chose qui est très intéressante. Elle disait, en fait, il ne suffit pas de demander à l'univers qui va nous répondre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment la demande qui vient de nous, c'est nous qui provoquons ça. Mais par contre, notre mental n'a pas la capacité et d'ailleurs c'est ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça la magie justement de l'inattendu. Ça ne répond jamais comme on l'a imaginé. Il faut accepter ça, c'est une loi de l'univers. L'univers, ou plutôt notre conscience, ne répond jamais comme notre mental peut l'imaginer. Mais par contre, ça va toujours dans le sens. Et quand on commence à jouer avec cette magie, on va évidemment beaucoup plus jouer. Et on va avoir beaucoup plus envie de jouer. J'aurais un petit exemple complémentaire à donner. En fait, j'ai eu l'occasion de parler à une amie comme ça de cette technique-là et de cette approche de questionnement. Et elle-même me dit, ah oui, parce que moi au bureau, j'ai l'impression d'être la brebis galeuse, il y a des gens qui ne m'aiment pas, il y a des gens que je n'aime pas, que je ne sens pas, etc., et qui me polluent dans mon travail. Et donc, je parle un peu avec elle et je lui dis, demande, de quoi tu as envie? Tu as vraiment envie de te sentir bien, de te sentir plus légère, que les relations te semblent meilleures et plus épanouies au travail? Je lui dis, demande-le. Donc, dès le lendemain, elle l'a fait. Je lui ai écrit la petite phrase en disant, voilà, quelle énergie pourrait me permettre au travail d'avoir des relations plus harmonieuses et de m'épanouir encore plus dans ce cadre-là. Elle m'a répondu, je crois, je ne sais pas si ce n'est pas l'après-midi même ou le lendemain, je crois que c'est le surlendemain, en me disant, c'est fou ton truc parce que ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas, vous voyez, elle a posé une question pour que ça puisse lui permettre d'être mieux. Elle n'a pas dit ce qui allait contribuer à ce qu'elle soit mieux. La réponse, entre guillemets, de l'univers a été à ce moment-là, elle m'appelle, elle me dit, non mais c'est dingue, en fait, la personne qui pour moi me contaminait le plus et qui était la plus négative autour de moi, en fait, vient de filer sa démission. Je pense que personne n'aurait pu imaginer que ça arrive, mais finalement, cet événement-là arrive dans sa vie professionnelle et va quelque part totalement contribuer à ce qu'elle se sente mieux. Et ça a été le cas. Et je crois que finalement, il y a une deuxième personne derrière qui, elle, a été remerciée. Voilà, typiquement, comment on aurait pu prévoir ça? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est arrivé. En fait, voilà, c'est toujours cet inattendu, cette surprise qui va… Du coup, c'est assez joyeux de créer de cette manière-là. Alors, par contre, on était des très, très bons créateurs de croyances limitantes, puisqu'on attirait beaucoup à nous à travers les croyances que ce n'était pas possible de bouger, que le point de vue financier était un point de vue fixe et qu'il n'y avait absolument aucune possibilité. On attire à nous la densité de cette réalité. Alors, c'est très intéressant tout à l'heure ce que tu disais à propos de la magie. Vous savez aussi que j'aime bien jouer avec les mots. Quand on parle de la magie, on peut entendre la magie, plus loin, magie, mais on peut aussi entendre l'âme agit. C'est exactement ça. Alors, chez Access Conscious Lab, on ne parle pas d'âme, on parle plutôt de conscience. Mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on est dans cet espace de non-mental, l'âme, la conscience agit. Et c'est très juste. Ça s'appelle le langage des oiseaux. Il y a plein de mots comme ça qu'on peut entendre en double sens et qui ont beaucoup d'intérêt quand on commence à les entendre autrement. Il y a aussi une petite chose qu'il faut comprendre. Enfin, moi, en tant que facilitatrice
pas d'Access uniquement, mais en tant qu'accompagnatrice de personnes qui sont en souffrance, je dis toujours aux personnes qui viennent me voir que avec moi, le hasard n'existe pas. Le hasard est un mot qui serait presque inventé par notre mental. Ah, on a un invité supplémentaire. Il est venu sur mes genoux à l'instant, donc je prends. Donc, le hasard est un mot qui est là pour, entre guillemets, combler le vide de tout ce que le mental ne peut pas expliquer et de tout ce que la rationalité ne peut pas expliquer. Et comme vous savez, le mental a horreur du vide et va toujours trouver une explication. Et quand il n'y a pas d'explication rationnelle, c'est le hasard. Bien non, le hasard n'existe pas. Notre conscience fait tout. Et donc, nous provoquons tout ce qui nous arrive. Mais pas forcément, et même souvent pas du tout de manière consciente. Au sens volontaire. OK ? Donc, ça, c'est très important de reconnaître ça aussi et de reconnaître qu'on est le créateur de tout. Alors, il y avait un autre sujet que je voulais... Alors, on a parlé du lourd léger, de la loi de l'attraction, de la zone de confort inconfortable. Est-ce que vous aviez... Ah, il y a une question de Marina. Excuse-moi, Marina, je n'ai pas vu tout de suite. Concrètement, comment demander? Alors, ça, c'est intéressant. Évitez, si possible, de dire qu'est-ce que je dois faire pour arriver à ça. Parce que le faire, c'est une toute petite partie de ce qui peut arriver ou de ce que vous devez faire pour que les choses arrivent. Si vous demandez par contre qu'est-ce que je dois être, quelle énergie, quelle conscience, quel espace, parce que l'espace aussi compte, puis-je être pour résoudre cela? Cela, ça serait toutes les problématiques que vous voulez résoudre. Donc, je répète, quelle énergie, conscience, espace puis-je être pour résoudre cela? Vous ouvrez un champ de possibilités bien plus important que faire quelque chose. Je m'explique. Souvent, et notamment, le dernier exemple de Frédéric est très intéressant, puisque si la personne avait dit « qu'est-ce que je dois faire pour que ça change ?», l'événement de la démission de la personne ne serait probablement pas arrivé parce qu'elle n'avait rien à faire. Elle avait juste à être dans cet espace de possible pour l'attirer à elle. Donc, quand on est dans la question chez Access, on ne vous dit jamais « qu'est-ce que je dois faire ?» On doit toujours être quelque chose, être un espace pour que cela se réalise. Donc, être en possibilité de recevoir. Est-ce que je réponds à ta question, Marina? Ok, super. Est-ce que vous avez encore des questions sur les questions, le questionnement qu'on peut avoir dans ces situations? Je dirais juste pour aider un peu dans la partie questionnement, quand on pose des questions avec Access, on n'est jamais dans le pourquoi. C'est surtout pas la question à poser. On est dans le comment et on est éventuellement dans qu'est-ce qui pourrait m'aider à. Mais vous verrez qu'on oui, oui. Très, très, très important. Tu fais bien de revenir là-dessus. Le pourquoi, dans toutes les situations de problème, est la question qu'il ne faut pas se poser. Pourquoi? Parce que le pourquoi est une question du mental et non de la conscience. C'est pas parce que vous savez pourquoi ou l'origine de la problématique que vous vous débarrassez de la problématique. Le pourquoi n'aide absolument pas, mais par contre, la question de comment puis-je en sortir, qu'est-ce que je dois être pour résoudre cela, est-ce que c'est vérité, est-ce que c'est lourd ou léger, ça sont des questions qui vont vraiment vous ouvrir de l'espace, alors que le pourquoi vous enferme.
Dans mon ancienne vie professionnelle qui date il y a assez longtemps, j'ai été moi-même, quand j'étais salariée, harcelée par une personne que j'aimais beaucoup. On n'a pas parlé beaucoup du harcèlement, on va y revenir. Et je n'arrêtais pas de me poser la question parce qu'au début, avec cette personne, j'avais une relation plutôt très amicale. Et assez brusquement, cette personne est devenue un harcèlement assez, je dirais, latent pour devenir très net. Et je n'arrêtais pas de me poser la question du pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour... Donc, j'étais dans cette culpabilité. Et pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? Comme s'il y avait une réponse absolue à cette question. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune raison pour laquelle une personne vous harcèle. La seule bonne raison, c'est que elle est dans ce harcèlement, c'est tout. Et vous y êtes pour quelque chose, mais vous avez une responsabilité dans cette relation, mais par contre, vous n'avez absolument aucune culpabilité. Aucune. La culpabilité, c'est rien d'autre que de l'orgueil qui vous fait croire que vous êtes responsable d'un problème par rapport à quelqu'un, ou au contraire que sans vous, l'autre ne peut pas y arriver. C'est juste de l'orgueil, c'est rien d'autre. La responsabilité, c'est complètement autre chose, c'est quelque chose qui vous concerne personnellement. Et quand vous êtes harcelé par quelqu'un d'autre et que cette personne vous juge, vous maltraite, vous êtes bien sûr victime dans cette situation, mais vous avez un positionnement qui fait que vous êtes harcelé. Le plus souvent, ce positionnement est un positionnement de peur et de culpabilité. Dans le harcèlement, une des particularités très importantes, c'est qu'une personne qui vous harcèle ne vous harcèle jamais par hasard. En général, les personnes harcelées sont des personnes à la fois très compétentes et en même temps qui n'aiment pas vraiment le pouvoir et qui ne sont pas très accrochées au pouvoir, qui sont plus accrochées à ce qu'on pourrait appeler leur compétences professionnelles ou comment je pourrais dire ça autrement, mais leur volonté de bien faire. Donc, moi, par exemple, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai été harcelée par une supérieure hiérarchique, très nettement, je n'avais pas du tout envie de prendre sa place, donc j'étais facilement harcelable. Je n'étais pas un danger pour elle, mais par contre, j'avais beaucoup de compétences dans mon travail. Et cette compétence lui faisait de l'ombre. Okay. Le plus souvent, on n'identifie pas quand on est harcelé qu'il y a un sentiment de rivalité de la personne qui vous harcèle. Alors évidemment, elle va utiliser sa force, sa malveillance pour vous dire que vous êtes, excusez-moi, une merde. Évidemment, pas forcément avec ces mots-là, mais va vous le faire comprendre à travers des jugements, à travers des maltraitances. Et vous allez en partie y croire, en partie l'acheter, et vous demandez, ou alors vous y opposez fermement, en disant, mais c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Comme si ça avait une part de vérité, ce qu'elle vous disait. Donc, il faut savoir que les personnes qui vous harcèlent sentent leur proie à 10 000 km. En termes énergétiques, une personne qui est facilement harcelable, c'est une personne à la fois compétente et qui n'est pas dans la rivalité ou le pouvoir. Ok ? Donc, qui va acheter assez facilement les jugements qu'on peut avoir sur elle. Une personne qui n'est pas du tout harcelable, c'est quelqu'un qui va être dans le pouvoir et qui ne va pas du tout se laisser envahir par les jugements de quelqu'un. Voilà. Est-ce que vous auriez des questions à poser sur le harcèlement? Parce que c'est un sujet assez touchy aussi, assez difficile, qui rajoute, qui redouble, entre guillemets, le problème du burn-out. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu une situation de harcèlement?
Personne? Alors, Marina me pose quand même une question qui n'a rien à voir, mais comment de votre côté avez-vous connu la méthode d'Access? Alors, moi, c'est pas un hasard, mais c'est une situation où un jour, je participais avec un groupe de thérapeutes amis à des séances toutes les semaines de co-facilitation. On se parlait toutes les semaines et une des personnes avec qui je partageais mes expériences professionnelles m'a parlé d'une séance barre qu'elle avait vécue et m'a demandé si, a connu cette méthode par une personne qui lui avait fait une séance barre et lui avait dit que c'était facile de l'apprendre à l'époque. Et donc, elle nous a envoyé un lien et on a vu la vidéo de Mina Compagnon à cette époque, hein, qui était une des pionnières, il y en a plusieurs. Et donc, quand j'ai vu le lien de Mina, j'ai dit ça, c'est pour moi. Et donc, j'ai répondu la semaine suivante à mes collègues en leur disant vous y allez ou vous y allez pas, ça m'est égal, j'y vais moi parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et donc, j'ai tout de suite été séduite par cette énergie et je me suis dit bon, j'ai envie d'aller apprendre et c'est comme ça que ça a commencé. Il y a une vraie logique de bouche à oreille avec Access, je pense, parce que les personnes formées peuvent à terme, si elles le souhaitent, elles-mêmes être en mesure de former d'autres personnes et le bouche à oreille fonctionne beaucoup comme ça en fait. Donc, si ça répond en partie à la question aussi, il n'y a pas une école Access en France en fait. Il y a des gens qui ont été formés et qui éventuellement peuvent faciliter et former d'autres personnes. Mais... C'est vrai. Alors, il y a une question intéressante de Teresa qui dit « Oui, mais je pensais être parano ». Alors, en fait, c'est probablement… Teresa, j'imagine que tu parles du harcèlement, que c'est moi qui en faisais toute une histoire. Alors là, tu abordes un sujet très intéressant. Une des particularités du harcèlement, c'est qu'il n'est pas reconnu par les autres. Il n'est reconnu que par vous, souvent. Il est visible, il est assez pernicieux parce que nous percevons l'énergie du harcèlement, mais que souvent les personnes autour de nous ne le perçoivent pas. J'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée moi. Quand j'ai été harcelée il y a une quinzaine d'années, j'essayais de dire aux gens que j'aimais bien et en qui j'avais confiance, de dire je vis cette situation, c'est très lourd. Et les gens me disaient oui, mais est-ce que tu t'en fais pas un peu trop? Est-ce que tu es pas trop justement parano? Et c'était très difficile pour moi et je m'enfermais dans mon silence en me disant mais personne ne voit ce que je perçois. Et c'était bien une vérité. Et quelques années plus tard, quand j'étais partie de cette société, une personne qui était plus haut placée dans cette structure que moi m'a dit en face, toi, tu as vécu une situation de harcèlement. Et là, je peux pas vous dire à quel point j'ai été soulagée. Et j'en ai pleuré à ce moment-là, de voir que quelqu'un reconnaissait la maltraitance que j'avais vécue parce que personne, en dehors de moi, n'avait reconnu à l'extérieur de moi ce que j'avais vécu. Et pour moi, c'était un tel soulagement de pouvoir entendre, et il fallait évidemment, à ce moment-là, je ne connaissais pas du tout Access, mais d'entendre que quelqu'un validait ce que j'avais perçu. Et en fait, c'est toujours vrai. Une situation de harcèlement est toujours vraie. Mais par contre, ce qui n'est pas toujours vrai, ou toujours juste plutôt que vrai, c'est le positionnement que l'on a par rapport à cette personne. Et souvent, on a un positionnement de « je n'y peux rien et je ne peux rien changer à ça ». C'est pas vrai. On peut changer beaucoup de choses dans le harcèlement, mais par contre, vous ne serez jamais à la cheville et vous ne deviendrez jamais vous-même harceleur parce que c'est pas votre métier, quoi. En gros, c'est pas votre métier. Et par contre, les harceleurs, c'est leur métier. C'est nuire et entre guillemets et écraser l'autre, c'est la manière dont ils fonctionnent.
Donc, n'espérez jamais devenir harceleur à votre tour. D'ailleurs, une partie de vous ne veut absolument pas. Mais vous ne serez jamais à la cheville de toutes les saloperies que peut faire un harceleur. Il est bien meilleur que vous pour ça. Et donc, n'essayez pas de l'imiter. Vous ne pouvez pas. Alors. Il me semble qu'il y avait une question de Teresa un peu plus haut tout à l'heure. Parlez-vous des projections des clients, c'est ça? Ah, j'ai pas vu. Pouvez-vous parler des projections des clients, de l'impatience, vu que nous sommes des antennes géantes? Alors, j'ai pas compris. Je comprends pas très bien ta question, Teresa. Est-ce que tu pourrais être un petit peu plus clair? Tu veux pas qu'on enlève le micro, que tu puisses t'exprimer? Alors, unmute. Vas-y, Thérèse. Attends une seconde. Je l'ai mal fait. Une seconde. Je sais pas si c'est pas. Ah. Fermé. Ah, attends. Là, c'est bon. Voilà. Ah. Non, tu l'as recoupé. Tu l'as recoupé. Voilà, C'est super. bon? Ouais, c'est Entend? bon. Ouais. Ouais. Oui, parce que comme on est des antennes géantes, qu'on capte beaucoup de choses, surtout Ouais. depuis qu'on fait Access. Hein, Ouais. moi, je vais parler de mon cas, par exemple. Tu captes pas depuis que tu es chez Access. Tu as toujours capté. Non, oui, non, mais j'en prends conscience. Voilà. C'est la différence. Non, je voulais dire, c'est que moi, dans mon cas au boulot, je capte énormément la patience des clients qui arrivent. Il faut que ce soit vite, il faut qu'ils aient des prix, il faut que… Et en fait, je sens que je m'énerve à l'intérieur. Et alors souvent, je me dis, mais à qui ça appartient? Mais c'est une lourdeur incroyable. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'en fait, bien sûr, pas la bonne question. Pas la bonne question. Pas qu'est-ce que je peux faire? Oui. Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, on a aussi le pilote automatique qui se remet. Bah oui, bien sûr. Hein. Parce que souvent, on est dans la réaction, on n'est pas dans le « Oh, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux en faire ?» Et en fait, je me disais, mais ouais, quel outil est-ce que je pourrais utiliser à ce moment-là quand je sens le… Alors, bien sûr, il y a baisser les barrières, mais quand on a le client qui, avec toute sa rage, toute sa colère, baisser les barrières à ce moment-là, pour moi, j'essaye de le faire, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. Alors, souvent, quand on baisse… Alors, naturellement, on monte ses barrières très haut quand on est agressé. Et c'est là, à ce moment-là, qu'on s'en prend plein la gueule. C'est un paradoxe, mais c'est quand on a les barrières très hautes et qu'on croit se protéger avec ces barrières, qu'on s'en prend plein la gueule et que ça rebondit sur nous de manière extrêmement violente. Si par contre, tu abordes ta journée en te disant « Je suis prête à tout recevoir », mais pas recevoir au sens densifié, mais percevoir tout, et le laisser aussi sortir, c'est comme si tu ne bloquais plus l'énergie. À partir du moment où tu bloques l'énergie, tu la densifies, et là, c'est extrêmement douloureux dans ton corps et dans ton espace. À partir du moment où, au contraire, tu baisses tes barrières, alors pour ceux qui ne sont pas d'Access, c'est un outil extrêmement utile pour résoudre une problématique notamment relationnelle. Quand vous baissez vos barrières, vous baissez vos barrières, vous ne dites pas à la personne que vous baissez vos barrières, hein, vous le faites de manière instinctive et personnelle. Vous laissez, entre guillemets, traverser tous les jugements, toutes les colères, et au moment où la personne va vous parler, vous vous dites non, votre point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue. Vous lâchez. Et en fait, l'énergie va vous traverser et ne va pas être densifiée à l'intérieur de vous. Mais par contre, si vous dites c'est nul ce qu'ils vous disent, vous allez l'attraper comme si le jugement était une réalité. À partir du moment où vous laissez et vous dites oui, je comprends votre point de vue, je comprends votre point de vue. Alors là, vous n'allez pas dire point de vue intéressant parce que sinon la personne va se dire mais elle se fout de ma gueule. Mais juste, je comprends votre point de vue, Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce point de vue. Ça veut dire que, voilà, je comprends. Je comprends que vous puissiez ressentir ça, je comprends. Et là, vous allez voir que l'espace s'agrandit plutôt que se densifie et s'alourdit. Donc, je t'invite, Teresa, à essayer ça, même à faire, pas à essayer, à faire, à utiliser cet outil comme ça. Et vous allez voir que c'est particulièrement léger quand on l'utilise. Et là, la personne se sent écoutée, se sent entendue. C'est pas très important ce qu'elle dit. Et dire, ok,
Voilà, j'espère pouvoir répondre. En fait, c'est pas forcément ce que vous allez lui donner comme réponse, c'est plutôt l'énergie dans laquelle vous allez être. Et donc, si vous vous dites intérieurement, comment est-ce que je peux être une contribution pour cette personne, voilà, pour sa conscience et pour son corps, tant qu'à faire. Ou comment est-ce que ça pourrait être mieux que ça aussi, poser la question à ce moment-là, baisser vos barrières, comment est-ce que ça pourrait être mieux que ça, point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue-là, et vous pouvez vous le dire dans votre tête, vous n'êtes absolument pas obligé de parler, vous la laissez hurler éventuellement si elle a envie d'hurler, mais à partir du moment où vous prenez ce qu'elle vous dit, vous l'achetez et vous le densifiez. Si vous le laissez bien, ok, après tout elle a le droit d'être en colère. Elle a vécu une journée de merde peut-être que... Voilà. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, mais il s'agit juste de dire que tout est possible. Et puis je dirais d'arrêter de se prendre les remarques pour le coup des clients comme étant une critique de soi en fait, parce que c'est quand même un peu le réflexe, c'est qu'on se dit on représente un peu l'entreprise, je ne sais quoi. En fait non, on est un maillon de la chaîne. Nous, on fait notre maximum. Voilà, il ne faut pas que ça nous affecte à ce point-là, même si... Et surtout, ne pas répondre aux critiques. Parce que là, ça veut dire que vous seriez coupable. Je comprends que vous ayez ce point de vue-là. Je comprends. Hein. Oui, je comprends. Et puis, c'est tout. Vous ne l'achetez pas. Vous n'avez pas à vous défendre parce qu'en effet, vous n'êtes pas l'entreprise. Ça, c'est très important. Et ça veut pas dire... Voilà. Mais par contre, vous pouvez poser la contribution, dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle contribution je peux être aujourd'hui pour vous? » Ok. Et vous pouvez dire « Oui, c'est possible. Non, c'est pas possible. Voilà ce que je peux faire. Est-ce que ça pourrait vous convenir ?» Mais vous pouvez aussi laisser aboyer la personne et tirer son énergie et demander à ce que la situation soit encore meilleure que celle-là. Vous allez voir, c'est très étonnant quand vous baissez vos barrières et que vous dites « Comment est-ce que ça pourrait être mieux que ça? Comment est-ce que ça pourrait être mieux que ça ?» Et le répéter 3 fois dans votre tête, ça suffit. Vous allez voir, l'énergie va déjà changer. Et c'est l'âme agie qui va opérer. Pour compléter ce qui a été dit à Teresa tout à l'heure. Teresa voulait réagir? Non? Non, c'est bon. D'accord. Ce qui me vient aussi, c'est que je trouve assez logique la remarque de Teresa de dire mais qu'est-ce que je dis aux clients? Mais je pense que ces questions-là sont peut-être pas uniquement à se poser au moment où on est avec le client. C'est peut-être aussi une fois qu'on a raccroché, on risque de rentrer dans une logique de je sens que je vais m'en prendre 10 dans la journée, des comme ça, quoi. Et déjà là, on risque de se les attirer tous les autres. Et donc peut-être de se dire, j'ai posé le téléphone et je pose mon stylo au même moment et je me pose la question. Comment est-ce que ça pourrait être mieux que ça? Pour essayer de couper cette espèce d'automatisme qu'on va générer énergétiquement ils vont tous arriver et ils vont tous être pour moi aujourd'hui. Ouais, mais en commençant le matin, avant de commencer la journée, en arrivant et en disant comment est-ce que ma journée pourrait être sereine, belle, joyeuse, marrante, voilà. Alors, il y a une petite question de Patricia sur tirer l'énergie. Alors, Patricia, petite question. Je vais la poser pour toi, mais c'est valable pour tout le monde. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont suivi la classe fondation? Non, d'accord. Non, Patricia. D'autres personnes? Est-ce qu'il y a des personnes ou pas du tout? Ok, c'est pas un problème. Alors, chez Access, il y a un outil absolument merveilleux qui est l'outil de l'énergie et de la conscience de l'énergie qu'on peut avoir. Quand on est dans une situation de harcèlement, notamment, ou dans une situation conflictuelle ou de peur vis-à-vis d'un supérieur hiérarchique, le plus souvent, on a nos barrières, je dirais à 10 mètres de haut, pour se protéger de la prochaine agression. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour justement résoudre la problématique. Quand vous baissez complètement vos barrières, toute l'énergie peut vous traverser. Il y a un outil chez Access qui s'appelle l'énergie, enfin, qui évidemment pas que chez Access, mais que chez Access, on vous apprend à utiliser, qui est extrêmement
utile, c'est de tirer ou de pousser l'énergie en fonction de la situation dans laquelle on est. Alors, je vais malheureusement pas avoir le temps de trop vous expliquer ça de manière concrète, mais en gros, si vous avez une personne qui, en face de vous, a très peur et devient notamment très agressive à cause de cette peur, notamment, je crois que tu as vécu ça, Frédéric, avec un supérieur hiérarchique qui était extrêmement agressif. Est-ce que tu peux en parler? Tu te souviens de réunion? Mais c'était… Ah oui, 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 c'était pas un supérieur, c'était un collègue en fait. Ah d'accord, excuse-moi. Mais enfin, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait une position assez stratégique dans l'entreprise, dans les réunions et qui pouvait être particulièrement virulent et cinglant. Alors, dans la dernière expérience, oui, mais dans une expérience précédente, oui, c'était ma supérieure hiérarchique avec lesquelles le courant était ne pouvait plus passer, en fait. Et j'étais devenu la tête de turc, oui, clairement. D'accord. J'ai surtout compris que j'avais un mode de fonctionnement qui ne la rassurait pas. Elle avait des grosses angoisses et voilà, il a fallu… D'accord. Alors, souvent, quand quelqu'un a peur, il y a deux réactions. La première, c'est je me casse ou je me montre le moins possible. Et la deuxième réaction, qui est souvent pas identifiée comme de la peur, c'est l'agression. C'est quelqu'un qui va vous communiquer son stress en vous agressant. Dans les deux situations, ces personnes ont peur. Mais vont réagir exactement à l'opposé. OK ? Quand vous avez quelqu'un qui a peur en face de vous, mais il faut bien se poser la question de savoir si c'est de la peur ou si c'est vraiment de la manipulation au sens où on l'entend je veux avoir raison ou je veux te prouver que j'ai raison. Là, c'est pas du tout c'est pas la même énergie. Quand quelqu'un en face de vous est agressif et a peur par son stress, dans ces cas-là, vous allez lui donner de l'énergie. Vous allez tout simplement demander à votre énergie, de se déployer vers la personne. Je vois de quoi tu me parles, ça me revient en fait. Voilà, ça y est. Vas-y. Dans ma boîte précédente, en fait, on était une équipe en France et on dépendait d'un service à l'étranger de la maison mère. Une des personnes de ce service de la maison mère, en fait, dont on dépendait tous en France, il n'y a pas un seul pays européen qui dépendait de cette maison mère qui n'appréciait cette personne. Non pas tant en termes de capacité de travail, mais en termes de comportement essentiellement. Il lui était impossible de faire un compliment, il n'aimait jamais personne, il était super irascible, etc. Donc tout était réuni pour que tout le monde puisse se dire à l'instant T, de toute façon, c'est impossible de travailler avec lui. Voilà, premier jugement, premier constat partagé par tout le monde dans ces cas-là. C'est pas possible d'avancer avec lui et la situation ne peut pas changer. Et c'est une discussion qu'effectivement j'avais eue avec Eugénie à l'époque en lui exprimant ça, en lui disant je vois pas ce que je peux faire de plus avec lui, de toute façon, il n'y a rien à faire. Entre guillemets, il n'aime personne et il a vraiment un comportement hautain, méprisant, cassant. C'est le prof qui vous lui remettez un dossier, il sort son stylo rouge et il corrige. Voilà, pas du tout dans l'échange et dans la co-construction. Et ce que, effectivement, l'outil que m'a donné Eugénie à l'époque, c'était et si on considérait que cette personne est un ami à nous et non plus un rapport professionnel, un ami à nous qui aurait ce même comportement, ce comportement très hautain, très agressif. Si on explique que ce comportement a beaucoup plus une origine dans lui-même les peurs, qu'est-ce qu'on aura envie de faire à un ami qui a peur? On va vouloir le rassurer, on va vouloir lui apporter de la bienveillance, de la chaleur, l'entourer en tout cas. Et donc, l'idée a été de se dire, là où se loge votre peur à vous, ou votre stress à vous, c'est de faire partir mentalement de l'énergie qui part de vous et qui va chez lui au même endroit. Donc, vous connaissez cette personne et vous mentalisez ça. Ça part de mon ventre et j'imagine que je lui envoie de la chaleur dans son ventre à lui, comme on le ferait peut-être pour un ami, même si on le ferait avec des mots et différemment. Et le résultat a été juste inattendu. Non seulement à la première réunion, en fait, j'ai travaillé ça avant la réunion et pendant la réunion. Non seulement la personne
J'ai senti qu'il n'était plus agressif avec moi en particulier. Donc déjà, c'est quand même un point important. Même si son attention s'est détournée vers d'autres, mais après, c'était plus mon problème. Au moins, moi, j'avais résolu mon problème. Et qu'au fil des réunions mensuelles, non seulement le climat entre nous, la relation s'est non seulement vraiment amélioré, mais à la fin, j'ai même eu cette personne qui n'approchait personne dans les réunions, qui est venue me taper sur l'épaule à la fin d'une réunion. Alors que, Très inattendu. et là encore, enfin, on parlait tout à l'heure de choses dont on est les seuls à se rendre compte. Je pense que personne d'autre de la réunion s'est rendu compte de ça. Mais à un moment donné, quand vous vous mettez à dégager une énergie qui est à la fois plus sereine et beaucoup plus bienveillante, même si sur le principe, il n'y a aucune raison pour vous lui en envoyer de l'énergie bienveillante. Mais finalement, si vous rentrez dans cette logique-là, vous allez voir que vous allez, là encore, récolter ce que vous allez semer. Et ça aurait été du positif, donc vous allez vous le récolter aussi. Alors, très important, souvent on parle d'énergie positive et d'énergie négative. Chez Access, ça n'existe pas, l'énergie positive et l'énergie négative. Ce qui existe, c'est l'énergie, tout court. Il n'y a pas de polarité. Donc, ne dites pas « je dois lui renvoyer de l'énergie positive ». Non, vous devez juste rétablir la connexion avec la personne. Et pour rétablir la connexion avec la personne, si cette personne est très angoissée et a peur, elle a besoin de recevoir. Okay. Il faut savoir que l'énergie est toujours circulaire. Entre moi et Frédéric, là en ce moment, il y a une énergie qui circule. Ni l'un ni l'autre n'avons nos barrières haut placées, donc l'énergie circule et la communication est fluide. Quand quelqu'un a peur, ça coupe complètement les possibilités de communication avec quelqu'un. Donc, en général, quand quelqu'un a peur, il va monter ses barrières et comme l'autre en face a peur de celui qui agresse, c'est double barrière. Donc, il n'y a rien qui peut se passer. Et juste les effets de l'agression. Et plus la personne essaye de vous rentrer dedans pour vous faire réagir, plus vous montez vos barrières. Et là, j'ai donc proposé à Frédéric d'essayer autre chose, sans parler, sans rentrer dans les discussions mentales ou dans les justifications mentales, d'envoyer de l'énergie. Ça, c'est dans le cas où la personne a peur et a besoin de recevoir. Mais quand on est dans une situation de vrai harcèlement, c'est exactement le contraire. Quand quelqu'un vous manipule, il faut tirer l'énergie. Il ne faut pas le donner. Il faut tirer l'énergie sans rien faire, juste avoir cette intention. Là aussi, on baisse ses barrières et on tire. Notamment chez Access, on parle de situations où vous êtes, par exemple, quand vous voulez acheter une voiture, quand vous faites un achat important et que vous sentez que la personne essaye de vous vendre et de vous dire des mensonges pour vous vendre l'objet qu'elle voudrait vous vendre ou de vous manipuler pour essayer de vous vendre cet objet, tirez l'énergie de cette personne. Sans rien dire, juste tirer. Et vous allez voir, la personne va vous dire tous les défauts de la voiture qu'elle ne devrait pas vous dire. Et c'est assez étonnant, c'est magique. Et donc là, elle va vous dire « mais je ne devrais pas vous dire ça ». Tout simplement parce qu'on a recommencé à utiliser et à baisser nos barrières et à utiliser cette énergie. Donc en fait, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on va tirer ou pousser. Voilà. Alors quand je dis tirer ou pousser, je parle bien de tirer une énergie qui va vous traverser votre corps et qui va de nouveau revenir à la personne, mais surtout quand il y a un déséquilibre relationnel ou d'énergie, vous tirez quand la personne vous manipule, vous donnez quand la personne a besoin de recevoir. On n'a pas trop le temps là aujourd'hui d'aller dans les détails de cet outil-là, mais c'est un outil extrêmement puissant et fabuleusement efficace. Alors, est-ce qu'on a parlé de tout, Frédéric? Je réfléchis, je regarde mes petites notes. A priori, on a pas mal balayé de choses. Pour moi, oui, j'ajouterai un petit commentaire, qui est un peu, qui est résonnant sur tout ce qui a pu être dit sur la différence entre le être et le faire. Et quand je suis venu te voir, Eugénie, à l'époque, je n'arrêtais pas de te parler de mon travail et de ce que j'avais sur le cœur, à dire et il faut que je fasse ci, et j'ai pas fait ça, et j'ai pas eu le temps de tout faire. Et la réponse a été stop, on dit plus faire, on dit être. Qu'est-ce que tu as envie d'être? Et qu'est-ce qu'on a envie d'être? On a juste envie d'être bien. Et donc, c'est à nous de penser à se dire que c'est pas dans la réalisation de choses en tant que telles qu'on va, et dans le fait de faire des choses, d'avoir à faire des choses. Ça peut peut-être nous rassurer, entre guillemets, surtout au travail.
Sauf que si on fait des choses et qu'en fait on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, ça ne le nourrit pas du tout. Dès qu'on se pose la question en amont de de quoi j'ai besoin, enfin qu'est-ce que j'ai besoin d'être, moi en l'occurrence être bien, et après on va trouver les comment on est bien. Mais si ça c'est l'objectif premier, après le reste va découler. Et donc c'est important à chaque fois se dire en quoi dans une situation de burn-out, en quoi physiquement on n'est pas bien. Et finalement, vers quelle situation on aspirerait pour pouvoir être bien. Et là, on enclenche quelque chose de différent et de positif. Et on essaie d'en sortir un peu. Oui, tout à fait. Ça a été clair. Oui, oui. Alors, j'avais aussi une petite chose à rajouter. Souvent, quand on est dans une situation de harcèlement, on ne se pose jamais, on croit toujours que le risque, c'est de partir. Souvent, c'est le contraire. Le risque, c'est de rester. Les vrais risques et le vrai danger, c'est d'ailleurs pour ça que notre corps nous arrête et nous met en situation de burn-out. Le vrai danger n'est pas là où on croit qu'il est. C'est pour ça qu'il est intéressant d'utiliser l'outil lourd-léger par rapport à cette question. Est-ce que c'est bon ? En vérité, est-ce que c'est bon pour moi de rester dans cette entreprise là ou au contraire, est-ce que c'est léger pour moi d'y rester ? Et souvent, la réponse est inattendue, inattendue pour votre mental, bien sûr, mais assez intuitivement que c'est dangereux de rester. Voilà. Est-ce que... Alors, c'est évidemment, je généralise là et tout dépend de la situation parce qu'il y a aussi des situations de burn-out qui sont tout simplement un positionnement qu'on a par rapport à une situation, une personne ou une manière de fonctionner par rapport à son travail. Je vois que Teresa écrit quelque chose, donc on va attendre sa question. C'est excellent ça, bah oui. Ok. Eugénie, je pense à deux petites choses de tout à l'heure, qui a été évoquée au début, c'est la subtilité entre l'humanoïde et l'humain. Peut-être que si oui. on entend parler d'humanoïde, voudront le savoir. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que quand on est en situation de burn-out, qu'on se sent totalement isolé et pas bien, non seulement il faut demander de l'aide à l'extérieur, mais il faut aussi chercher, même si sur le principe ça nous semble compliqué, c'était mon cas, de partager ça avec le conjoint, la conjointe. Ah oui, très très important, oui, excuse-moi, j'ai oublié ça. Pas rester tout seul, parce que dans le travail que je faisais avec Eugénie, c'était mais je peux pas en parler à la maison, c'est pas possible. Je vais soit passer pour un fou déjà à venir comme ça sur des démarches énergétiques. Qu'est-ce que c'est que ce truc pour une société où il y a quand même pas mal de personnes qui se disent très rationnelles, qui veulent tout comprendre. Donc là, c'est un peu qu'est-ce que c'est que ce truc. Et c'est demander l'appui de la personne, en fait. Pouvoir en parler en disant, à la limite, je veux au moins que tu entendes. J'ai pas nécessairement, la solution, elle viendra peut-être pour l'instant. J'ai au moins besoin que tu entendes et que tu partages ce que je vis là, parce qu'il faut que je le dise. Après, voilà, c'est quelque chose qui est très fort quand je l'ai vécu, moi, à l'époque. Ça, c'est très important, j'ai oublié de le mentionner. Dans une situation de burn-out, la personne qui vous accompagne dans votre vie doit être un soutien. Si vous sentez... Alors, le problème, c'est que souvent, notre perception de ce soutien est assez, je dirais, erronée. C'est-à-dire qu'on est persuadé que la personne qui vit avec nous n'acceptera jamais qu'on puisse partir ou qu'on puisse changer de travail. Et on perçoit ça avec les yeux de notre jugement, de notre propre jugement sur nous-mêmes, sans avoir vraiment interrogé la personne. Alors, dans le cas de Frédéric, je crois que tu acceptes de partager sur l'idée que quand j'ai rencontré Frédéric, il était persuadé qu'il était totalement impossible pour son conjoint de comprendre la situation dans laquelle il était. Alors que moi, je percevais exactement l'inverse. Je percevais qu'il percevait la souffrance de Frédéric, mais que son positionnement de jugement, que Frédéric avait de jugement par rapport à lui-même, l'empêchait de pouvoir envisager autre chose chez son conjoint. Est-ce que tu veux bien en parler 2 minutes ?
Ouais, non, sans problème. Ce qui me vient en même temps, c'est les projections qu'on a avec son conjoint ou sa conjointe, pour moi, seront les mêmes, enfin du même ordre que celles qu'on pourrait projeter sur un supérieur hiérarchique. On va considérer que parce qu'on a vécu, ressenti à certains moments, dans certaines situations, on va en faire des conclusions, on va dire, bah, ok, bah, donc dans telle situation, il va se passer ça. Donc on a aussi peur que ça se reproduise. Là, en l'occurrence, de mon point de vue, c'était... j'avais reçu quelques séances de barre, je crois, et pour autant, je ne franchissais pas le pas de dire il faut que j'arrive à en parler à la maison, il faut que j'arrive à lui dire ce que je ressens, il faut que j'arrive à lui dire ce que j'ai mis en place, ce que ça commence à m'apporter, et peut-être ce sur quoi ça peut déboucher. Et effectivement, ça a duré, à mon avis, au moins 2 séances, donc 2 mois à peu près, où j'ai fini par me dire un jour, bah, ok, je vais en parler à la maison, en me disant, au départ en projetant, en me disant ça va être le drame, c'est pas possible, c'est jamais bien, etc. Et finalement, bah, j'ai eu ce à quoi je m'attendais le moins, c'est-à-dire un tapis rouge. C'était, mais quand on voit, quelle que soit la méthode, là c'était la méthode Access, même si c'est d'autres méthodes, quand on arrive à se recentrer, à s'apaiser, et du coup à parler de ça, même si on n'a pas encore toutes les solutions, bah, pour le coup, c'est magique là après. Donc voilà, c'est réussir à en parler, à partager, à échanger et à envisager des possibilités. Il y en a peut-être d'autres. Quand on est 2, on peut aussi réfléchir à 2 et avancer à 2. Mais en tous les cas, avec le soutien de l'autre, vous êtes vous-même beaucoup plus fort. Vous n'êtes pas tout seul, isolé, et vous avancez. Et c'est autrement plus impactant derrière. Mhm. Et d'ailleurs, en fait, le plus grand risque, c'est souvent la souffrance de l'autre dans la relation. C'est-à-dire que quand une personne est persuadée que l'autre ne peut pas comprendre, il y a un blocage de la communication évident qui fait que l'autre sent votre souffrance sans pouvoir vous aider. Et alors là, je parle évidemment d'une situation où le conjoint ou la conjointe serait bienveillant et aimerait la personne, tout simplement. Et souvent, le plus important dans le cas du conjoint ou de la conjointe, c'est de ne plus voir la personne qui est en face de soi ou avec laquelle on vit souffrir. Donc, quand on dit mon mari n'acceptera jamais que je quitte mon travail, il va stresser, il ne va pas être une contribution pour nous ou pour moi, c'est souvent un mensonge. Souvent un mensonge parce que ce qui est le plus important, c'est que la personne soit bien et soit heureuse. C'est pas le travail qu'elle fait. Mais par contre, si on est persuadé qu'elle va stressée et qu'on est très stressé à l'idée de lui en parler, évidemment, elle va avoir peur et elle va être inquiète de la situation. Mais si elle lui dit, si vous arrivez à dire je n'en peux plus, il faut que je change, j'ai besoin de toi comme soutien dans cette rupture, je vais me faire accompagner par quelqu'un pour m'aider dans cette transition-là. Vous êtes exactement dans le positionnement dans lequel vous devez être à ce moment-là, c'est de dire ok, j'ai besoin de toi comme soutien, pas pour faire les choses à ma place, pas pour décider, on partagera, mais là cette situation n'est plus supportable pour moi. Et en général, le conjoint l'a déjà senti depuis longtemps et il dit à la personne j'attendais que ce moment-là arrive parce que je voyais à quel point tu étais dans une impasse, mais tu ne voulais absolument pas en parler. Voilà. Donc souvent, la personne qui vit avec vous est un soutien beaucoup plus que vous ne l'imaginez dans une situation de stress. Mais par contre, si vous considérez qu'il n'y a pas de possibilité, pas de changement, que c'est très angoissant, qu'il n'y a rien à faire, vous n'ouvrez pas la possibilité de ne pas l'inquiéter et de dire ok, maintenant il y a autre chose de possible, j'ai besoin de toi comme soutien. Voilà. Ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce sujet. Bon, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais là, on a quand même pas mal tourné autour de ce sujet du burn-out. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine ce soir? Non?
Merci pour Teresa pour ce compliment. Elle dit merci, j'ai appris énormément. Super. Ah, ça, c'était le but. Et alors, je voulais aussi vous dire que Frédéric et moi-même, on va co-animer une classe. Alors, je crois que c'est le 18 et 19 février, c'est ça, Frédéric? C'est ça. Ouais, 18 et 19 février. Donc, on facilitera une classe. Alors, oui, dans les outils dont on n'a pas parlé, mais qui sont très, 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 très importants chez Access, pour toutes les facilitatrices, c'est la classe de barre. C'est une technique extrêmement efficace, facile à apprendre, qui permet de faire disjoncter tous les points de vue fixes, les peurs, les croyances limitantes, les polarités qui nous coincent, qui sont coincées dans notre corps et ou dans notre mental. Et à partir de cette technique, on ouvre beaucoup de possibilités pour accéder à d'autres solutions pour nous. Et c'est particulièrement efficace. Donc, on proposerait une première journée de barre et une deuxième journée de facilitation sur le sujet du burn-out. Évidemment, les deux jours peuvent être consécutifs, mais on peut soit suivre uniquement la classe de barre, soit suivre uniquement la classe de facilitation sur le burn-out. Mais étant entendu que pour faire la classe sur la deuxième journée, il faut quand même avoir fait la classe de barre, dans la mesure où on va utiliser cet outil aussi pour recevoir pendant les déblayages et pendant les nettoyages énergétiques qu'on va proposer pendant cette séance. Donc, on peut faire l'un ou l'autre, mais pour faire le deuxième, il faut impérativement avoir fait la classe de barre avec nous ou pas. Peu importe. Si vous l'avez suivi par ailleurs, c'est pas un souci. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit, Frédéric? Est-ce qu'il reste des choses à dire? Non, il y avait juste la subtilité humain-humanoïde, mais après… Alors là, on n'a pas le temps ce soir, mais on y reviendra de toute façon. Toutes celles, parce que je suis le seul… Toutes celles qui sont là sont humanoïdes, ne vous posez pas de questions. Voilà, c'est ça. Toutes celles qui sont là ce soir, c'est des humanoïdes. Les seuls qui se posent des questions sont les humanoïdes. Les humains ne se posent aucune question, ils sont dans la certitude absolue. Voilà, en gros, si on doit définir ça, mais c'est un peu restrictif, mais voilà. Ça vous donne une idée. Mais en tout cas, merci à tous pour votre participation. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par Messenger ou par mail. Et encore merci Frédéric pour ta co-facilitation. Merci à toi et merci à toutes. J'essaie de l'écrire en même temps. Voilà. Ouais. Merci. Merci beaucoup Teresa pour tes gentils et Marina pour vos remerciements. Et Patricia. Également. Qui ne dit pas merci mais qui dit merci à vous. Pas de problème, c'est bien, c'est sympa de faire différent. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir. Bonsoir à tous.